Salut. Ben, avant de commencer, en fait, Donc. j'ai dit tout de suite bonjour Benoît parce qu'on s'entend que tout le monde qui nous écoute, c'est des fanatiques de l'automobile, donc te connaissent naturellement. On va en parler tantôt, mais avec plus de 30 ans de carrière. Pratiquement mon âge en Ça ne me carrière. rajeunit pas, ça. Non, mais oui et non, parce que là, tu participes aujourd'hui à notre podcast, mais on va apprendre justement davantage sur l'homme derrière le journaliste automobile. Ah, Seigneur. On va essayer. J'ai pas de cachette. Puis aujourd'hui, en fait, pour tout le monde, c'est notre épisode 60. Puis comme vous le savez, dans le fond, le concept, vous commencez à le connaître, là, ça fait déjà pratiquement une dizaine de personnalités publiques qu'on reçoit. On veut vraiment en apprendre à connaître davantage sur la passion automobile d'une personnalité publique, d'un passionné en général, d'un journaliste automobile. Puis comme je l'ai dit avec José, qui est juste ici aussi avec toi dans l'automobile, tu coches un peu toutes ces cases. Parce que le public québécois te connaît. C'est vrai. Tu es un journaliste automobile, puis d'après moi, tu as une bonne passion pour l'automobile aussi. Ah, ça s'est développé. En fait, ça a toujours été là, mais ça s'est développé aussi avec les années. C'est une passion qui a commencé jeune, mais honnêtement, je ne pensais pas un jour être journaliste automobile. Si quelqu'un m'avait dit à 20 ans, tu vas être journaliste automobile, OK, mais je vais faire ça comment? Mais c'est à quel moment que ta passion est vraiment apparue, là? Pas juste pour le journaliste, là, juste la passion de l'automobile en général. La passion de l'automobile, ça date probablement, comme bien des gens qui sont dans le métier comme moi, c'est jeune. Moi, jeune, j'étais abonné à des revues américaines. J'ai beaucoup appris l'anglais en lisant des revues américaines automobiles parce que les revues du Québec, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, ça ou très peu d'affaires. Alors, c'est à travers des revues, des magazines, que je m'adonnais à ça. J'avais quelques personnes dans mon entourage qui avaient des belles autos. Tu sais, comme tout le monde, j'étais curieux, je regardais, puis je trouvais ça le fun. Mais ma passion était dans le journalisme. Moi, jeune, je voulais être journaliste sportif. Ce que j'ai fait, d'ailleurs... j'ai fait ça à Radio-Canada 3 ans, 90, 91, 92, après avoir enseigné pendant 3 ans. J'ai étudié en éducation physique. Je suis éducateur physique de formation. OK. À la base, j'ai étudié 3 ans. Moi, j'étais dans le sport jeune. Ceux qui me connaissent, qui écoutent, vont dire, il ne va pas encore nous parler de natation. Non, je vous en parlerai pas. Mais j'ai fait de la... Non, moi, je veux qu'on en parle. Non, mais j'ai fait de la natation jeune, à un assez haut niveau. Et moi, je voulais continuer dans le domaine du sport parce que j'aimais le sport, j'aimais les communications. J'étais toujours le premier à lever la main pour parler en avant. J'étais toujours le premier à les présenter quand il y avait une présentation orale. Je savais qu'un jour, j'allais vivre de ça parce que c'était une passion pour moi, communiquer. Fait qu'en fait, la passion niveau communication, journaliste, était pratiquement plus grande que ta passion pour l'automobile. Au départ, c'était ça. Et moi, je voulais faire du sport. Et un jour, j'ai eu l'occasion de travailler au sport à Radio-Canada. J'ai travaillé avec les grands, là, les connus, les Lionel Duval, les Claude Canville, René Potier, Camille Dubé, Raymond Lebrun, Marie-Josée Turcotte. Moi, j'ai été de l'époque de du grand département des sports à Radio-Canada. Et ça a été une très belle école, honnêtement. Ça a duré 3 ans parce que Raymond Lebrun a pris sa retraite. Et les gens de Radio-Canada ont dit « Hey, là, nous autres, on paye 2 gars. » Moi, j'étais sur l'équipe Joël Le Bigot le matin. Quand Joël Le Bigot était là la semaine. Comme chroniqueur sportif. Non. Moi, j'étais rédacteur au sport. Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne présentais rien en ondes. Raymond Lebrun était celui qui prenait mon bulletin de nouvelles et qui allait le présenter en ondes. OK. Mais c'est toi qui préparais tout le bulletin de nouvelles. Moi, je préparais le bulletin, Raymond allait le lire. Quand Raymond a pris sa retraite, en 92, là, ils ont regardé ça puis ils ont dit... Attends un peu, là, on paye 2 gars le matin, nous autres. On en paye un pour écrire les nouvelles. Ouais. On en paye un pour lire les nouvelles. Bon. Fait que là, on a dit, OK, parfait. On va remettre le poste pour le prochain, mais il va faire les 2. OK. Donc, mon poste est aboli. Fait que moi, en 92... ils n'ont même pas considéré ta possible candidature pour le prendre à ce moment-là? Non, parce que Radio-Canada avait un service des annonceurs puis un service de rédacteurs. C'était 2 départements séparés. Hein, c'est au gouvernement, là. Alors, c'est pas simple. Donc, moi, mon poste, il a été aboli. Fait que j'avais plus de job. J'ai eu ma lettre que dans 30 jours, c'était fini. Mon contrat n'était pas renouvelé. Sauf que moi, pendant ce temps-là, je rencontrais tous les lundis à l'émission de Le Bigot, le matin, un bonhomme qui s'appelait Daniel Hérault. Daniel qui est décédé l'an dernier. Daniel était journaliste automobile et c'est lui qui écrivait le livre Carnet de route. Ceux qui sont de mon âge, qui ont collectionné les livres, Daniel écrivait Carnet de route depuis déjà un certain nombre d'années
Et on se voyait tous les lundis parce que lui, il y avait 2 interventions en ondes avec le Bigot, une à, si ma mémoire est bonne, 7h05, une à 8h05 ou 8h10, après le bulletin d'information majeure. Et entre les deux, le Bigot il disait « Ah, si vous voulez joindre notre spécialiste automobile pour des questions, tout ça, appelez tel numéro. » Boum. Fait que Daniel, il était assis à une table. Non, c'est Daniel. Moi, c'était lui. OK, du tout. OK. Mais Daniel était en ondes et répondait aux gens qui appelaient. Et moi, pendant ce temps-là, j'allais et je sortais du studio. Puis à un moment donné, Daniel, il m'attrape et dit « T'as-tu ça du temps libre dans ta semaine? » J'ai dit « Oui, je finis à midi. Moi, je commençais à 4h15 le matin. Fait que moi, à midi, ma journée était faite. » Il dit « J'aimerais ça, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main, faire des prix pour... faire des fiches techniques, un certain nombre de réécritures de textes sur des modèles qui ne changent pas dans mon livre. » Ah, ben, je lui ai dit, ben oui, on peut faire ça. Mais tu sais, c'était innocemment, là, c'était 2-3 après-midi par semaine, comme ça. Et quand ma fameuse lettre est arrivée, comme quoi il restait 1 mois, ça faisait déjà 1 an, moi, je travaillais à temps partiel avec Daniel. Daniel vient me voir on est début juillet 92. Fin juillet 92. Puis il me dit, écoute, il dit, si jamais tu connais quelqu'un qui est intéressé à faire du temps plein en automobile, je viens de signer un contrat pour faire un livre pour le Canada anglais, pour les États-Unis, en plus du carnet de route que je fais déjà en français. Ben, j'ai dit, moi, j'ai plus de job dans 3 semaines. Là. On part dessus. Fait qu'on part. C'est comme ça que c'est commencé. OK. C'était même pas un plan de carrière, là. Moi, c'est arrivé, puis bon, ça restait du journaliste, donc j'aimais ça. Et c'était un job à temps plein. Bon, au début, les conditions n'étaient pas celles de Radio-Canada, on s'entend très bien, mais le côté journaliste est encore là, et l'avantage que j'avais peut-être par rapport à d'autres, moi, j'arrivais des médias. Alors, j'ai découvert dans ce métier-là un côté entrepreneur que je ne me connaissais pas. Pour dire, bon, OK, hey, là, c'est vrai, je peux aller chercher un contrat. Hey, on pourrait avoir une émission de radio. Hey, je pourrais écrire des chroniques dans les journaux. Mais là, c'est toi, il faut qu'il fasse tout ça. Là. Il y a personne qui va le faire à ta place. Parce que dans le fond, c'est dans les médias, tu avais déjà une certaine place. Puis tu avais déjà quand même une certaine expérience. En fait, tu es étudiant en communication, puis c'était un peu ça. Tu voulais. Ben, tu étudiant en éducation. En éducation physique et chez ProMédia. Exact. En communication. Donc, en communication, exactement. Et c'est l'expérience que j'ai acquis à Radio-Canada qui m'a fait connaître beaucoup de gens dans le milieu des médias. Et c'est ça qui m'a servi après, quand j'ai commencé à mon compte, parce que je travaillais avec Daniel Hérault, oui, mais il me restait de la place pour d'autres contrats. Et c'est là que je me suis dit, ah ben, il sera le fun d'avoir une chronique d'un journaux. Qui on appelle? Je suis allé voir les gens de Télémédia à l'époque qui avaient des journaux qui sont devenus des journaux de Transcontinental plus tard. Okay. C'était Télémédia. C'est un bonhomme comme Raymond Fortin, qui lui aussi est décédé aujourd'hui, qui était au Journal de Montréal. Bon, mais lui, il m'a engagé au Courrier Laval. Il était là à l'époque. Mais à l'époque, c'est ça. C'est en tant que chroniqueur, mettons, comment faut que tu trouves tes propres gigs, là, on va dire. Là. Oui, absolument. Mais pour faire ta place, là, as-tu comme un timeline de genre comment tu as réussi à tout placer tes pions pour vraiment faire ta place pour devenir un peu. Après 30 ans de carrière, il faut qu'on leur précise. Là. Oui, les 2 premières années, j'étais avec Daniel Hérault presque uniquement. Parce qu'il fallait que j'apprenne le métier. Là, t'arrives là, je suis journaliste, je sais où je m'en vais avec le journalisme. Mais là, le journalisme automobile, c'est quoi la nuance? Fait que j'ai appris le métier et Daniel a été un très bon mentor. Daniel était quelqu'un qui était extrêmement discipliné, qui était très cartésien, qui travaillait très bien. De toute façon, pour faire un livre, si t'es pas cartésien... pour faire ce genre d'encyclopédie-là t'es pas dans le bon métier. Ouais, mais là, je me suis dit, hey, moi, j'aimerais ça poursuivre un peu plus loin. Je connaissais la radio, je connaissais la télé. Alors, je me suis pointé, carrément. Je me suis présenté un bon matin. Puis c'est drôle parce que c'est Daniel qui m'a dit « Ce sera le fun de faire une émission de radio. » On va t'arranger ça. Moi, j'avais connu Michel Lacroix. Michel Lacroix qui est la voix du Canadien. Ah oui, tout à fait. Ben oui. Bon, Michel, on s'était connus. Puis c'est un des premiers que je suis allé voir. Michel était assez cassé à l'époque. Et c'est... par son entremise et l'aide d'André Chevalier, de Luc Sabatini, les gens qui étaient là à l'époque, que j'ai présenté un projet de radio pour Carnet de route, parce que c'était avec Carnet de route à l'époque.
Et ils ont bien aimé l'idée. Fait qu'on avait une équipe qui était composée de 5 personnes. On a eu une émission pendant 1 an. Puis là, tu es en ondes. Là, je suis en ondes. Exact. Là, je suis en ondes. Là, c'est les premiers Je co-anime avec balbutiements, Daniel. là, On OK. est en 94. Donc, ça fait à peine 2 ans que je suis dans le métier. Et c'est à partir de là que j'ai dit à Télémédia, vous autres, vous n'avez pas ça, des journaux, quelque chose, on pourrait présenter l'émission. Puis il dit, ben on a. On m'a envoyé voir Raymond Fortin, qui m'a embarqué dans 10 journaux. Télémédia avait 10 journaux dans les Basses-Laurentides. J'ai commencé là, c'est devenu Transcontinental à peine 1 an plus tard. Puis là, Transcontinental a racheté des journaux. On était rendu à 75 journaux à un moment donné. Mais tout ça a commencé en allant voir quelques personnes qui ont dit à une autre personne, ce sera le fun, c'est bon. Et c'est un peu ça le métier. Nous, dans le métier, il faut avoir un esprit d'entrepreneuriat en quelque part. Parce que, à moins qu'on soit un employé, là, ça va. Mais moi, ça, c'était pas assez pour moi, ça. Moi, je voulais aller un petit peu plus loin que ça. Il faut travailler fort. Là. Je vous résume ça, mais ça n'a pas tout marché en criant ciseaux. Ça, là. Mais il y a quand même pas mal de beaux projets qui Oui. ont découlé de tous ces efforts-là. Exact. Mais comme tu l'as dit, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent un peu ce genre de parcours-là. Là. Mais même moi, je n'étais pas au courant. Comme tu dis, quand tu es employé d'une grosse firme ou d'une entreprise, peu importe, puis qui t'envoie à des places pour avoir des mandats précis. Mais là, de toi, de ton côté, c'est je vais cogner aux portes, je vais trouver le moyen de me développer ma propre business à ce niveau-là. Exact. Là, je m'en vais un petit peu, un peu un fast-forward, mais c'est parce que tu l'as mentionné avec les journaux, avec les chroniques radio. Avant qu'on embarque dans les projets que tu as faits, de deux magnifiques projets à la télévision, à l'ère numérique qu'on est là aujourd'hui, là, comment qu'on fait, comment qu'on essaie de voir pour prendre un pas de recul, puis toujours être, toujours être pertinent dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est dur de suivre la parade en ce moment. Là. C'est dur de suivre la parade, surtout qu'on est dans une période de grande transition dans le milieu automobile. On s'en va en électrique. Tout le monde a les 2 pieds dedans jusqu'aux yeux. Il y a eu la pandémie. Moi, la pandémie, c'était une opportunité. De remettre tout en perspective un peu. En voir... fait, de moi aussi faire une transition, pour être honnête, parce que, on le sait, là, c'est le numérique. On est en numérique partout. On est soit sur le web, soit sur YouTube. C'est de la vidéo. C'est ça qui roule. Et moi, ce que je n'avais pas, c'était un site web. Un bon site web. J'avais une page web. Sauf qu'un site web, on est ailleurs. Et je regarde les gens au Québec. Il y a quelques bons sites web. Sauf que c'est beaucoup de travail, c'est énormément d'heures. Et moi, dans un horaire régulier, ce temps-là n'existe pas dans ma vie. Moi, aux 2 semaines, je suis quelque part sur la planète en train d'essayer des autos. Mais là, la pandémie a fait que j'ai été assis chez nous pendant 2 ans. Alors, j'ai dit quoi, là? Je vais pleurer pendant 2 ans ou qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, bien, le site web, en 2 mots, ça a pris 2 ans. Fait que c'est parti de là. La pandémie a comme donné La pandémie a été le déclencheur de dire, OK, là, je vais avoir le temps de le faire. Et ça fait plus que 2 ans. Là, ça fait 2 ans et 3 mois. J'achève. J'ai pas tout à fait fini, mais on a archivé tout ce qui avait été fait dans les annuels de l'automobile depuis 2004. Parce que 2 et 3, il manquait trop d'affaires pour le mettre sur le web, mais j'ai pratiquement 10 000 essais. Et tout ce que j'ai fait en véhicule d'occasion, et on a envoyé ça sur le site web. J'ai pris des gens, là, j'ai monté un site web parce que, en fait, pas moi. Non, je comprends. J'ai engagé des gens pour le faire. Ce n'est pas mon métier. Et c'est de l'ouvrage. Quelqu'un vous dit que c'est pas d'ouvrage, un site web. Là, si c'est un vrai site web, c'est de l'ouvrage. Mais ça a pris ça. Ça a été les 2 ans de pour donner une certaine référence, là. Parce qu'avec l'annuel... En fait, le livre est une référence et les sites web, c'était toujours une question de coût. Ça coûte très cher faire un bon site web. Et là, j'ai profité de quelqu'un qui a refait le sien pour un peu embarquer avec lui, où on s'est séparé beaucoup de coûts. Et ça a coûté beaucoup moins cher sans que la qualité soit affectée, là, mais comme on travaillait sur 2 projets de front, on a partagé beaucoup les données parce que c'est la programmation qui coûte cher, c'est toute la mise en œuvre, faire ce
qu'on appelle le backstore, mais faire toutes les archives. Mais c'est ça, m'en a dit, parce que là, vous autres, c'est pas juste le site web, c'est pas juste, mettons, benoitcharette.com, venez me voir à telle place. Non, c'est annuelauto.ca. C'est l'annuel de l'auto. C'était benoitcharette.com avant, et ça, c'était plus comme une page web. Il y avait un peu d'actualité, une petite affaire, je faisais un essai de temps en temps. Là, c'est vraiment un site de référence sur tous les essais disponibles. Tout ce qui bouge, tout ce qui... J'ai du monde. Fait que ça a été ça, mon virage à moi. Est-ce qu'on va aller plus loin? J'ai une couple d'idées en arrière de la tête, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter ou on prend sa retraite. Mais tu avais déjà l'idée de t'adapter. C'est qu'en fait, c'est que la pandémie a été... J'avais pas le temps de m'adapter. Exact. Là, j'ai pris le temps. Un peu tard, diront certains, peut-être. Ben, il est jamais mais trop tard, là, on est à jour avec ce qui se passe en ce moment, avec ce qui bouge en ce moment. Et on travaille cette nouvelle façon-là. Moi, écoute, j'étais à une époque où tout ce que je faisais était en papier. Journal, livre, revue, magazine, c'était du papier. Je n'ai plus. À part le livre, il me reste rien. Mais ça c'est quelque chose, on en a parlé justement, là, surtout avec Alexis, là. Le livre comme ça de l'annuel automobile, c'est que même si ça devient web et que tout est disponible en ligne, on veut quand même tout le temps de l'avoir à chaque année. En fait, ça reste... Je sais pas, là, pour toi, là, mais c'est vrai pareil. Ça reste que... Oh oui, moi, depuis, mettons, je sais pas, peut-être 5, 6, 7 ans, là, mais peut-être un peu avant aussi, mais j'ai toujours une tablette avec toutes les années. Exact. Puis on se réfère à ça pour certaines affaires. Et c'est des livres de collection. Exactement, c'est ça. Ce que... Puis bon, le livre en est à sa 22e année, cette année. Et on commence, là, depuis, je dirais, 6-7 ans, là, à avoir des gens. Là. Moi, j'en vends régulièrement des anciennes éditions parce que les gens disent « Oups, il me manque le 2012 dans ma série. » OK. Les gens jettent le 2012 juste pour avoir la collection. Et c'est la beauté d'un livre comme celui-là. Les gens gardent ça. Les gens ne jettent pas ça. C'est pour ça qu'on a une couverture rigide, un papier de qualité, parce qu'on le sait que les gens vont le consulter dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Exact. Il faut encore qu'il soit beau. Donc, il y a un coût à ça. La beauté, c'est qu'on conserve les gens qu'on a. C'est-à-dire que la clientèle est établie et là. Puis les gens, moi, généralement, à partir du milieu du mois d'août, là, les courriels commencent à rentrer. Le livre arrive quand il va arriver le 2023. C'est le fun. C'est le fun parce que c'est encourageant. Il y a des gens qui attendent le livre. Donc, chaque année, on fait ça. Et la clientèle est toujours là. Donc, pour le moment... Il y a encore un intérêt à faire ça. Oui. Puis tu sais, un beau projet comme ça, tu dis ça fait 20 ans, et tu as aussi quand même, mettons, au niveau télévisuel, on jump un peu. Au niveau télévisuel, tu as animé pendant 6 ans à RPM puis RPM+. Puis pendant 7 ans aussi, j'adore RPM, mais je préférais les légendes de la route pour le dynamisme de la chose, qui était vraiment un beau projet. Je trouve que c'était excellent. José était tellement de fun à travailler. Il n'y a jamais eu une seconde d'ennui avec José. J'imagine. Puis José et moi, la chose qui était le fun, on est 2 gars de radio. On avait la même méthode de travail. José puis moi, on n'a jamais eu de script. José, c'est le gars curieux qui a 1000 questions. Puis moi, José savait qu'il pouvait m'amener n'importe où. Mais comment ça s'est présenté, justement, ça à toi? Mettons les légendes de la route. Là, mettons, honnêtement, c'est Michel Barrette qui devait faire ça avec moi. OK. Moi, c'est un projet qu'on avait présenté à Radio-Canada en premier, avec Mario Paiement, qui était à l'époque au sport. Et bon, Radio-Canada étant Radio-Canada, c'est toujours compliqué. Parce que lui, il fallait qu'il présente le projet. On se rappelle de ça. Oui. Il présentait le projet à un département. Il voulait aller chercher un peu... J'ai dit Mario Clément, pardon. Excuse-moi, Mario. Mais Mario a vraiment fait des efforts pour finalement, à la fin, lui, il est parti de Radio-Canada. OK. Il est allé au privé. Il a travaillé dans une firme de production. Et on s'est ramassé avec le producteur Stéphane Raymond. Lui a été présenté le projet à Historia. Et Historia, évidemment, de par la nature même de l'émission, où tu présentes un ancien modèle versus un nouveau, eux autres, ils ont dit, ben oui. Ben, le concept était magique. Le concept était super le fun. Moi, je suis un maniaque d'histoire. Moi, je vis pour l'histoire. J'aime ça. J'en mets dans à peu près tous mes textes parce que c'est important de savoir d'où on vient. Fait que ça rallie un peu tout. Comprendre. Moi j'ai eu énormément de plaisir à faire ça. Et Stéphane Raymond, le producteur, m'a présenté José.
que je ne connaissais pas. OK, du tout. À Pas cette du tout. époque-là, Moi, José, j'avais aucune idée. jamais vu José. On OK. est allés souper ensemble et ça a cliqué. Tout de suite. José a le côté délirant que j'ai pas. Je suis capable de faire un gag, mais José est capable de jeter tout le monde à terre puis on roule. Là. Mais ce qui était important, je pense, dans cette émission-là, là, c'est que tu n'avais jamais rencontré José, mais la chimie était parfaite. Oui. Parce qu'il y avait l'encyclopédie totale avec le grand journaliste automobile que tu es, puis la version... Le curieux. Le curieux, exactement. José, c'est un curieux. Là, curieux, puis qui avait toujours des questions, puis il n'a jamais eu peur d'aller avec une question parce qu'il savait que j'allais, en quelque part, le ramener, en parler. Fait que tout ce qu'on faisait, là, on se disait, OK, on y va comment pour l'intro? Puis après ça, go. C'était parti. Puis on pouvait faire, José va rire s'il écoute, mais l'émission chez Pagani, les gens croiront peut-être pas qu'on était avec l'auto 1h30, mais qu'on a fait un show à peu près en 1h30, ce qui est à peu près impensable. Mais c'est ce qu'on nous a annoncé. Cette auto-là, il y en a une au monde, vous l'avez. Mais c'est 1h30 c'est pour 1h30. Fait que là, on s'est dit, pas de OK. scripté, rien, on part. Ah non, on est parti comme ça. On a roulé, on a tout fait ça. Le seul temps qu'on a eu un peu, c'est dans l'usine, au musée. Mais avec l'auto, tout ce que vous voyez, ça s'est fait en 1h30. C'était la rue à côté de l'usine. Là, on s'en allait pas. C'était là, le strict minimum. Puis on a négocié 1h30. Mais on était capable de le faire parce que, justement, il y avait cette chimie-là. Puis José est capable, lui aussi, d'avoir toutes ses idées dans la tête. Donc, lui savait où il allait. Puis il n'y avait jamais de crainte d'aller à gauche, à droite ou sur le côté parce que il savait que j'allais le ramener. Exactement, c'est ça. Ou j'allais le placer au bon endroit. Oh ouais. Puis pour l'avoir rencontré aussi, on l'a rencontré quelques fois, mais on l'a reçu aussi au podcast. Oh oui. Puis, tu sais, j'avais préparé une quinzaine de questions. Je pense que j'en ai posé 3. Oh oui. Parce qu'il était capable de tout le temps. Il y a tout le temps on une était histoire, capable de meubler. Exactement. C'est ça, disons ça comme ça. Puis tu as animé aussi à RPM pendant 6 ans, Oui. comme on disait. Cette opportunité-là, est-ce que c'est toi qui t'allais la chercher? Ils t'ont approché? Comment ça s'est déroulé? En fait, moi, j'avais fait une première saison en 2000 avec Autostop. Je sais pas si l'année que vous avez commencé, dans le fond, à L'année, développer. c'est avant ça. Je Avant travaillais ça, OK. encore avec Carnet de route à l'époque. OK. Moi, j'avais rencontré Pierre dans un lancement. Puis parle, jase, hey, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes nouvelles, tout ça. Là, on est en 2000. Moi, j'ai quelques années dans le corps d'expérience. J'ai dit à Pierre, OK. J'ai dit, ouais. Fait qu'on a fait 1 an autostop. C'est moi qui ai arrêté. Pour des raisons très simples, c'est que ça s'était enregistré en direct à l'époque, cette émission-là, la fin de semaine, Place Sainte-Foy, à Québec. Moi, j'avais mon show de radio à l'époque qui était à Montréal. Là, évidemment, à la fin de semaine, moi, je faisais le show, mais en direct des studios de Québec, parce qu'heureusement, j'étais réseau. Donc, ça fait... Écoute, moi, toutes les fins de semaine, il passait. Je partais le vendredi pour être prête le samedi matin. On passait la journée de samedi à enregistrer. Et le dimanche matin, j'enregistrais mon show puis je revenais. Après une saison de ça, j'ai dit, écoute... C'est lourd. Je trouvais ça lourd parce que déjà que j'avais des grosses semaines. Fait que là, j'étais à du 7 jours. Fait que j'ai dit, écoute, c'est le fun, mais je trouvais ça un peu lourd avec le show de radio que je devrais préparer. Alors, j'ai arrêté. Puis on s'est... c'est sûr qu'on ne s'est pas quitté parce qu'on fait le même métier. On se croisait à gauche, à droite. Puis c'est en 2011 qu'on s'est reparlé pour la saison 2012 de RPM. Puis là, j'ai fait 2012 à 2017. J'ai arrêté, puis encore une fois, pour les mêmes raisons que la première fois. Parce que l'émission RPM, tous les tournages que vous voyez l'été, en fait, vous voyez durant la saison, sont faits l'été à l'aéroport de Charlevoix, à Saint-Irénée. OK. Et moi, l'été, je suis dans la sauce jusqu'aux yeux parce que j'ai un livre à écrire. Moi, toutes les semaines qu'on avait de tournage, on commençait très tôt le matin, l'aéroport ouvrait à 7 h, l'aéroport finissait à 6 h, fermait à 6 h. Puis moi, le soir, tous les soirs que j'étais là, je faisais un 6-7 heures dans le livre. À un moment donné, c'était juste une partie juste de l'été. trop, J'étais brûlé. Ouais. J'étais brûlé parce que mes étés, d'abord, j'avais pas d'été.
Puis Saint-Irénée, c'est beau, mais c'était à 4h30 de Saint-Lambert, là. C'est pas la porte. On passait la semaine là-bas. On avait un peu jeté du lest parce qu'Antoine, qui travaillait avec moi sur l'émission, lui faisait tous les intérieurs de véhicules. Parce que les intérieurs, ça, c'est fait dans la semaine qui suit les tournages extérieurs. OK. Fait que je l'ai fait au début. À un moment donné, Antoine l'a fait seul. Moi, je pouvais revenir à la maison puis me consacrer au livre. Puis, à un moment donné, même ça, c'est encore trop. Fait que là, j'ai choisi. C'est sûr que le livre, c'est mon bébé. C'est à moi. Je suis propriétaire. C'est moi qui ai fondé le livre. L'émission d'RPM, c'est à Pierre. Hein? C'est Pierre qui est le producteur, qui a fondé l'émission aussi. Fait que j'ai laissé Pierre à son show. Pierre était même associé dans le livre. Fait que c'était vraiment comme de... Je vais pas dire amical, oui. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'histoire en arrière de ça. Non. Une sélection, un choix de carrière. Comment... Tu sais, il y a des ministres, des fois, qui disent, bon, je pars pour des raisons de santé, de famille. Là. Bon, mettons que ça ressemblait à ça, mais c'était trop. L'été, c'était juste trop. Puis je rajeunis pas, là. J'ai plus 20 ans, là. Je pouvais pas me taper là, des 75-80 heures par semaine tout l'été. Mais tu sais, ces deux gros projets-là, c'est deux projets à temps plein de front. Exact. Puis RPM, c'est 2 heures de télé par semaine. C'est beaucoup de télé par semaine, ça. Dites-vous qu'une heure de télé, ça prend une journée. Grosso modo, là, je vous résume ça vite. C'est 2 jours par semaine par mais émission. Mais c'est 2 jours par semaine, plus toute la préparation que tu dois faire pour l'émission aussi. Parce que là, les essais routiers qu'on faisait là-bas, il fallait tout préparer ça. Fait que ça, c'est du temps que je ne prenais pas à préparer des choses pour le livre. Là. Crois-tu, par contre, qu'en ayant fait ça, RPM, et qui était quand même une référence pendant un bon moment à la télé, peut-être encore aujourd'hui aussi. Oui, c'est encore écouté, RPM. Puis on a aussi l'aspect de la légende de la route. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé un peu c'est clair. Ton image à toi, Benoît Charette, pour continuer avec l'annuel puis d'autres projets? La télévision, c'est le média qui vous amène le succès le plus rapide parce qu'on vous voit. Moi, c'est rare les gens, il y en a, mais c'est rare les gens qui vont dire « Ah, faites de la radio » ou ils vont reconnaître ta voix, ils vont dire « Je vous ai entendu, ah oui, la radio », mais la télé, c'est instantané, je l'ai vu, là. Tu sais, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, là, puis les gens m'arrêtent tous les jours, là. Donc, ça reste. Là, ça reste, mais en même temps, ça donne une certaine notoriété puis absolument. Une popularité. Le fait que je sois arrivé là avec un bon bagage, je n'ai pas commencé avec ça. Je suis arrivé là, j'étais déjà dans le livre, j'avais déjà fait de la radio, j'avais 20 ans de métier. Je ne suis pas arrivé là en début de carrière. Je suis arrivé là en milieu, 2/3 de carrière. Donc, j'arrivais... Déjà préparé avec un bon bagage. C'est ça, avec quelque chose à apporter. Mais là, maintenant, en ce moment, il n'y a plus de projet télé actuellement. Bien là, il y a Passion Auto à RDS. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, qui est avec mon ami Johan. Johan Leduc. On va refaire l'émission janvier prochain, la prochaine série. On est en train de travailler ça tranquillement. Mais tu es revenu à tes anciennes amours. Avec Ça tient sur la route. Avec Ça tient la route, on est revenu à la radio. Ça n'a pas été simple de convaincre les gens. C'est difficile aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne qui a des budgets. Je dirais que le revers de la médaille ou l'envers de la médaille des réseaux sociaux, de l'Internet et de tout ça, c'est que maintenant, on travaille à 0 budget. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement créatif pour trouver $1 dans ce métier-là. Parce qu'on s'attend à ce que tout soit gratuit et que ça ne coûte rien à personne. Faire de la vidéo, vous en faites du monde ici. Là. Moi, on peut faire de la belle vidéo, mais il y a un prix qui est raccroché à ça. Puis quand tu proposes un prix réaliste à des gens qui veulent de la vidéo tous les semaines, ils trouvent que ça coûte bien trop cher. Donc, c'est difficile maintenant de le faire. Là, on est supporté par Cogeco. Donc, l'émission est à la fois en balado et en émission de radio. Mais j'ai la moitié du salaire que j'avais il y a 28 ans quand j'étais à la radio. Alors, vous imaginez un peu à quel point c'est dur d'aller chercher des sous parce que les gens considèrent que si tu veux pas, là, on va en trouver un autre puis il va le faire pour rien. Fait qu'il n'y a même plus une question de je vais dire de respect, mais c'est un peu ça aussi, là, à cause de la notoriété qui vient, l'expérience, exact. Il y en a eu un peu parce que, bon, ils ont réalisé que si tu engages n'importe qui, ça va donner n'importe quoi. En général, c'est à peu près ça. Mais il y a un prix pour l'expérience aussi. On amène avec nous le bagage qu'on a accumulé au fil des ans. Puis, en quelque part, ça vaut quelque chose, ça aussi. Tout à fait. Là, tu m'as dit d'expérience. Je vais te poser une petite question un peu changos. Là.
parmi les, je sais pas combien d'essais routiers, probablement plus d'une dizaine de milliers d'essais routiers que tu as probablement Je les ai jamais fait. comptés. Mais j'imagine, parce que tu disais tantôt tu disais sur ton site web à peu près 10 000 essais dans le livre. Oui, ben c'est pas tout moi qui les ai écrits par contre. Non, OK, mais quand même. J'ai plusieurs collaborateurs. Plusieurs en arrière de la cravate quand même. Oui. Es-tu capable de nous nommer, mettons, le pire essai routier que tu as eu dans toute ta carrière et le meilleur? Je sais que c'est cliché, mais on veut le savoir, je pense. Le pire, je pense, je vais aller avec le Dodge Neon. Okay. On était au lancement. Écoute, j'étais au lancement du Néon, ça c'est dans les années 90. Et là, évidemment, tous les constructeurs se vantent d'avoir réinventé l'auto, là, à chaque fois que tu vois une présentation. Et là, on nous présente ce véhicule-là comme étant moderne. C'est vrai que d'un point de vue style, c'était pas laid. Il y avait une espèce de petit sourire en avant, mais... C'était sympathique. Non, mais jusque-là, tu dis, bon... Là, on part avec ça. Là, ramenons-nous à l'époque, on avait une transmission automatique à 3 rapports. À 110 km/h, le moteur veut sortir du capot. Ça coûte, c'est bruyant, ça n'a pas de bon sens. Et là, à un moment donné, évidemment, nous autres, le métier, on vérifie. Fait qu'on touche à tout, on tâte un peu. Moi, j'attrape l'espèce de revêtement du tableau de bord. J'ai un coin qui dépasse un peu. J'attrape ça, puis... Le tableau de bord arrache au complet. C'était juste des snaps, des attaches. Ça tenait de main. J'ai dit, c'est pas sérieux. Fait que là, on revient. Mais écoute, tu dis, on va faire un effort pour essayer de trouver quelque chose de bon. J'ai rien trouvé. Fait que ça a été une catastrophe. Le PR de l'époque de Chrysler m'avait même appelé pour dire, écoute... T'as sorti l'essai? OK, c'est ça. Il est sorti. Les gens qui peuvent... et boy, je sais pas si je suis encore ça. J'avais sorti ça dans les journaux à l'époque parce que c'est pas moi qui l'avais fait, parce que Daniel Hérault, dans le carnet de route, écrivait tous les textes. Fait que j'ai écrit 2 textes en 9 ans ou 3 textes en 9 ans. Lui, il écrivait vraiment tout. Alors, c'est pas dans le livre que vous allez le trouver, mais j'ai publié ça dans le Courrier Laval à l'époque. Là, si jamais tu as la chance de le retrouver, puis tout, faudrait que je regarde dans mes archives, mais non, il n'y avait pas d'amour dans ce toxique. Ça a été probablement le pire là, dans ce que j'ai fait. Le mieux, il y en a eu pas mal. Pour toi, personnellement. Là. Pas nécessairement pour la qualité du véhicule. Ouais, à mon goût, à moi. Exact. Et sacrifice. OK. Moi, y aller avec... je vais y aller avec Porsche. On va dire, il aime les Porsche, mais on avait été un lancement de Porsche 911 en Allemagne. D'abord, on pouvait rouler sur l'autobahn. Au départ, c'est déjà un plus. Et Walter Röhrl, qui était champion du monde de rallye, était notre pilote vedette. Ah oui, OK. Et on s'était payé toute une ride, 911 turbo. Puis là, j'étais encore là, on est dans les années 90. Je pense que c'est mon premier voyage Porsche en Europe. Mais j'avais été impressionné. OK, puis en plus, début des années 90, ta carrière était quand même déjà bien entamée, mais oui, mais quand même c'était une de mes premières expériences. On avait roulé avec Hurley Haywood à Tremblant dans ces années-là aussi, sur l'ancien circuit de Tremblant, avant que Lawrence Stroll rachète la piste et qu'il mette 10-15 millions pour la refaire. C'était sur l'ancien tracé du circuit. Et avec Hurley Haywood, qui a gagné 24 heures du Mans, lui aussi, il m'avait donné quelques précieuses leçons de conduite. Mais sur des bolides aussi performants, ça t'amène ailleurs. Tu te dis, OK, là, on voit ce qu'on peut faire. Là. Fait que c'est vraiment une Porsche 911 turbo. Je dirais là, 911 et peut-être la Carrera GT qu'on a essayé du côté de Massport. Là, je parle en expérience automobile. Oui, tout à fait, Walter Röhrl, encore une fois, Walter Röhrl était le pilote invité. Et lui n'avait pas roulé depuis quelques années du côté de Massport. Fait qu'il avait demandé aux gens de Porsche, pouvez-vous m'en prêter une pour que je refasse dans ma tête le circuit, tout ça. Puis je t'ai embarqué avec lui. Quand tu as le gars qui a développé l'auto, qui est avec toi, puis qui te montre comment ça marche, là, ça, c'était ça, c'était en 2005. Et on avait fait 6 tours. 3 tours, il y avait tout laissé l'électronique à bord. 3 tours, il y avait tout enlevé. Et moi, en revenant, je dis, moi, je peux m'en aller chez nous. Là. J'ai pas besoin. J'ai compris ce char. Moi, ça va. Mais ça, c'était quelque chose de rare. Là. Parce moi, j'étais arrivé très tôt. En fait, j'avais couché à Toronto la veille.
On était là, il n'y avait pas de journaliste encore. J'étais avec les gens de Porsche, puis on avait parlé vélo. Il était un grand amateur de vélo, Walter Hall. Puis le matin, il dit, il dit, viens, je vais te montrer ça. Hey, quelle expérience, parce que c'est un privilège. Ça. C'est ça, exact. C'est une chance déjà d'essayer plusieurs véhicules dans les essais routiers que vous faites, mais là, c'est en même temps, tu peux avoir un pilote de ce niveau-là, de rouler. Là. Un champion du monde t'a montré comment conduire, je veux dire. Hein? C'est pas mal, ça. Puis ça, c'est une chance qu'on a eue dans le métier, parce que je parle de Walter Hall, je parle de Hurley Haywood, mais je pourrais rendre Michela Alboreto. J'ai eu des gens comme... je pense, là, des pilotes de F1, on en a eu plusieurs, Jenson Button, j'ai même conduit à une époque avec Jackie Stewart, qui nous a montré, même Jackie Stewart, à un âge assez avancé, est encore quelqu'un d'extrêmement compétent au volant. Fait que tu sais, tu apprends à conduire avec des gens qui sont des champions du monde dans leur domaine. Ça fait de toi un meilleur conducteur, c'est clair. Puis ça, c'est une journée au travail, tu sais. Ça, c'est une journée au travail, absolument. C'est pas désagréable. Absolument. Non. Là, tu parlais de ta meilleure voiture, la pire voiture. Est-ce que toi, personnellement, Benoît, as-tu une collection de voitures? Non, j'ai pas une collection, j'ai une voiture. OK, mais c'était ma prochaine question. Oui, j'ai une Porsche Boxster S 2015 qui a 7 ans, qui va encore extrêmement bien. J'aimerais bien avoir une collection. Je dis pas qu'à ma retraite. Le problème, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que je les roulerai. Moi, j'ai 2 autos par semaine, toutes les semaines, 52 semaines par année. Bon, mettons que je n'ai pas à Noël, là, puis j'ai peut-être une semaine dans l'été, mais j'ai pratiquement toujours des voitures de presse. Donc, même mon auto, il faut que je fasse un effort l'été pour la rouler, parce que sinon, j'ai toujours d'autres autos. Fait que pour le moment, j'ai des envies. J'aime beaucoup les européennes. J'ai un faible pour les européennes. Quelques américaines aussi. Mais je dirais que peut-être qu'à ma retraite, j'ai quelques idées. Mais si on arrive, on fast-forward à ta retraite. On fast-forward dans les modèles que j'aime. BMW, une 3 litres CSL. OK. Qui n'est pas donné, là, je le sais. Là, peu importe le budget. Peu importe le prix. Ça, c'est un modèle qui m'intéresse. Modèle comme une Pontiac GTX dans les Américains que j'aime bien. J'aime aussi des modèles, les modèles des années... Moi, je suis plus 70. Ma jeunesse est en 70. Moi, c'est plus des années de ces années-là qui m'accrochent. Des choses, des fois, qu'on voit un peu moins. J'ai un ami qui a une Opel Kadett GT, qui est un beau petit modèle. Une vieille RX-7, deuxième génération. Pas deuxième, la dernière génération, qui sont des modèles intéressants. Puis j'en vois, là, il y a des modèles que moi, j'ai conduits comme Audi RS4 avant, qui sont encore un prix de fou. Et qu'on a conduit en voiture de presse, on s'est dit, Seigneur, j'en prendrais une de ça. J'aurais dû l'acheter à ce temps-là. Mais t'es pas arrêté sur... non. Ce que j'entends, là, c'est... moi, mon métier m'a amené à tout essayer. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais que mes aspirations sont variées. C'est un amateur d'auto. Je ne suis pas un amateur de camion. Je ne suis pas un amateur de VUS. J'aurais pas ça personnellement. Je peux comprendre le côté pratique. Puis je peux comprendre les gens qui ont 2, 3 enfants puis qui ont besoin d'espace. Mais moi, je suis plus un amateur de voiture. Je suis pas un amateur de camion à ce point-là. Puis là, en ce moment, on sait que les SUV sont vraiment, vraiment populaires. Là, il y a juste ça sur la route. C'est quoi que tu appréhendes, mettons, le prochain modèle là, dans les 5 prochaines années que tu penses qu'il va faire vraiment soit une tollée ou que ça va être un des gros modèles? Ça va être quelqu'un qui va réussir à trouver le côté pratique qu'on a dans les VUS en ce moment dans une version électrique. Parce qu'on s'entend, là, ce qui s'en vient va être électrique. Les gouvernements, les constructeurs automobiles vont investir autour de 525-530 milliards dans les 5 prochaines années pour s'en aller électrique. Fait qu'on se comprend que l'avenir s'en va là. Qui va trouver le côté pratique. Est-ce que les camions, est-ce qu'un F-150 Lightning, ça va pogner, entre parenthèses, comme on veut que ça pogne? Là, il y a beaucoup de gens intéressés. On a un petit peu peur à l'autonomie l'hiver, à l'autonomie quand on remorque.
S'il y a quelqu'un qui est capable de fabriquer une batterie qui ne perd pas d'autonomie en remorquant au l'hiver, donner un prix à cette personne-là tout de suite parce que... Actuellement, c'est pas le cas du tout. Actuellement, c'est pas le cas. T'sais, on l'a fait, là. On perd 50 % d'autonomie à charge. Ah, ouais, OK. Puis on perd un autre 30-40 % l'hiver. Fait que si tu Ouais, roules calcule l'hiver chargé, 13-20 % d'autonomie. à peu près 20, 25, 30 peut-être si tu es chanceux. Fait que tu sais, le frein pour le moment est là. Mais c'est clair que ce qui fonctionne en ce moment va continuer de fonctionner en électrique. Il faut juste qu'on passe par-dessus les obstacles qui restent. Puis d'après moi, dans 4-5 ans, ça va être fait. Là. Ben là, c'est ça. Mais tu parles d'électrique. Tu sais, là, il y a Lucid, Rivian, Tesla qui est déjà là. Ouais. Il y a toutes ces compagnies-là. Il y a... là, j'ai oublié le nom. Là, mais même, en fait, toutes les entreprises régulières ont commencé à embarquer. Tout le monde. GM avec sa nouvelle plateforme. Oh, oui, tout le monde est là. En fait, ce qu'on vit en ce moment, c'est un peu, bon, pas au même niveau, mais il y a un peu de ça. Quand l'automobile a commencé au début des années 1900, tu avais des voitures à vapeur, des voitures électriques, des voitures à gaz. Ce qui a fait que le voiture à gaz a gagné, c'est parce qu'il y a un bonhomme comme Rockefeller qui a dit « Hey, au lieu d'aller acheter du kérosène à la pharmacie pour mettre dans ton auto, là, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une station d'essence? Hein, tu vas mettre du gaz là dans ton char, tu continues. » Ça, puis le démarreur électrique en 1912 chez Première Cadillac, qui a été inventé par Delco, ça a fait en sorte que ça a été le coup de mort pour toutes les autres formes de transport. Parce que là, c'était rendu facile, tu allais mettre du gaz au coin de chez vous, puis tu pesais sur un piton, puis ça partait. Ou tu tournais à la clé, puis ça partait. Tu sais, ça, là, ça a fait en sorte ça que... Parce que la vapeur, ça marchait très bien, là. Puis ça faisait pas défaut. Le problème, c'est que ça prenait 20 minutes pour que l'eau soit assez chaude pour faire de la vapeur pour partir. Fait que c'était pas chérie, viens-t'en, on s'en va. Non, chérie, dans 20 minutes, on devrait être prêt à partir parce que. Puis l'électrique, l'autonomie était très faible. Et des recharges, il y en avait dans les villes. Dans certaines villes. Oui, c'est ça, exact. Mais ailleurs, oublie ça. Fait que c'est pas parce que. C'était pas une question qui est moins polluant, plus polluant. Lequel est le plus pratique. Tout à fait. Quand l'auto électrique sera aussi pratique, aussi facile que l'auto à essence, il n'y aura plus d'auto à essence. C'est aussi simple que ça. Les gens se disent « Ah, pollution ». C'est même pas ça. Est-ce que c'est simple? Quand c'est simple, les gens vont embarquer. Pourquoi les gens m'achètent encore des autos à gaz? C'est parce que ça prend 3 minutes à remplir. Il y a des stations de service littéralement à tous les coins de rue partout sur la planète. Puis tu as une bonne autonomie. Tu peux faire 5, 6, 7, 800, 1000 km avec certains modèles. Mais on voit la transition quand même. Là. On le voit. Actuellement, c'est quand même. Tu sais, les gens qui disent qu'il faut aller là demain matin, on n'ira pas demain matin. Non, exact. Il faut être réaliste quand par même. étapes. Il faut rajouter des bornes de recharge. Il faut améliorer le réseau. Il faut augmenter l'autonomie des véhicules. Puis il faut que ça recharge en 10-15 minutes. C'est pas vrai que les gens m'entendent 6 heures à côté de leur char à regarder l'auto pendant que ça charge. Il y a bien du monde. Moi, il y a plein de gens qui me disent même 1 heure, c'est trop long. Non, on a eu le résumé du domaine de l'automobile au niveau électrique pour les 5-10 prochaines années. Oui. En 3 minutes. Dans le fond, là, je me demandais juste 2 petites dernières affaires. Là. Ta voiture à toi de rêve, tout simplement. Parce que on a parlé de plein de modèles que tu aimerais, mais là, oublie le budget. Carrera GT. OK, parfait. Demain matin, si vous me dites, tu vas me chercher. C'est la plus belle, c'est la voiture la plus pure que j'ai conduite. C'est une voiture de course avec une plaque. C'est pas compliqué, là. C'est un moteur qui avait été conçu pour les 24 heures du Mans. Les réglementations ont changé. Ce moteur-là est devenu comme un angle de bateau. On dit, OK, on fait quoi avec ça? Et c'est l'argent qu'ils ont fait avec le Cayenne. Hein? C'est bien pour dire. Tout à fait. Oui, parce que ça a failli faire faillite dans le temps, puis Cayenne les a ramenés. Cayenne les a ramenés, puis c'est l'argent de ça qui a permis de créer la Carrera GT. Alors ça, si demain matin, tu me dis, tu as une auto, Carrera GT. J'irai chercher, absolument. Puis, comment t'entrevois la suite là, pour toi dans les prochaines années? Là? Parce que là, parti, tu avais APM, tu avais les gens de la route, il y a l'automobile. Ouais. Quels sont tes autres projets que tu as le droit de nous partager? Oui. Ben, en fait, le web, on a mis beaucoup de temps là-dessus. Je veux développer ça un peu plus, voir jusqu'où on peut aller avec ça. T'sais, est-ce qu'on peut faire un livre numérique qui va marcher? Je ne le sais pas. Probablement, tout à fait. Oui. On pourrait. Au Québec, on n'est pas encore des acheteurs de livres numériques. On achète encore beaucoup de papier. Tout à fait. Mais ça, on regarde ça. Est-ce qu'on peut voir... Je suis toujours ouvert aux projets télé. Je suis toujours ouvert aux collaborations. Mais on regarde ça une étape à la fois. Là, j'achève de travailler sur le web. Puis après ça, on a probablement d'autres projets d'écriture là, qu'on travaille, mais
pas avant 2 ans, je dirais. OK. Donc là, la pandémie, on s'est remis à jour sur le... On se remet à jour, mais tu sais, puis on n'est pas recommence. encore sorti. Là. Honnêtement, il reste encore des étapes à faire. Puis même dans l'industrie automobile, tout le monde s'accorde à dire que la prochaine année normale, ça va probablement être 2024. Ouais, exact, Ouais, c'est on ça. est là en ce moment. On Donc, reprend tranquillement. On pas vite reprend ses tranquillement, on se remet dans ses souliers. Puis parce que les projets que j'ai, on va avoir besoin d'une économie qui est repartie puis qui fonctionne avant que je puisse même penser les faire. Alors, pour ça, je dis pas avant 2 ans. Ben, parfait. Mais honnêtement, pour vrai, j'ai énormément appris sur toi. Ben, j'espère Personnellement, un petit peu. Tu sais, on avait regardé plein de choses, puis tout le kit, puis tu sais, on le connaît pour l'annuel automobile, on le connaît pour plein d'autres choses, mais juste le fait que tu aies été super transparent comme ça avec nous autres aujourd'hui, c'est super apprécié. Moi, je suis très, très, très content de t'avoir reçu. Ben, ça me fait grand Puis, plaisir. écoute, on va finir là-dessus, les boys. Merci. Ben, un gros merci tout le monde. Salut.